Les actions du luxe au sens large se font démonter, démarrer, exploser, tout ce qui finit en « et » en ce début d'année 2026 et ce n'est pas anodin. On va regarder dans cette vidéo le juste prix des plus grosses actions disponibles sur PEA. Je parle ici de Hermès, Ferrari, LVMH et Essilor Luxottica qui ont les quatre des momentum très compliqués. On va regarder laquelle est la plus intéressante et surtout ce qu'on peut attendre de la part de ces entreprises dans les 5 prochaines années. Bref, moi c'est Jackset, je te poste 3 vidéos bourse par semaine, je t'invite vraiment à t'abonner, on est bientôt 3500, ça me ferait très plaisir de les atteindre. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si tu en veux plus dans le même style. Bref, passons sans plus tarder à Hermès. Ok, je vais essayer de te tourner ça vite parce que j'aimerais que tu regardes l'entièreté de cette vidéo d'une traite et que tu puisses avoir toutes les infos dont tu as besoin en moins de 20 minutes pour comprendre pourquoi toutes ces actions baissent. Je mets la lumière au rouge parce que l'heure est grave puisqu'on commence par Hermès. Hermès qui sur un an a perdu 39%, qui en year to date a perdu 25% déjà et qui est à 1500 €, soit la moitié du prix de son point le plus haut atteint en février 2025. Ça s'explique par plusieurs choses, à commencer par la croissance. Hermès a toujours été fortement valorisé pour 2 raisons. Comme on peut constater dans la valorisation, sur Hermès, si ça veut bien, merci, on avait une médiane du price earning ratio à 52. Et vous savez que quand on est valorisé 52 fois les bénéfices, c'est qu'on attend une énorme chose de Hermès. Pour le coup, ma valeur de calcul, c'est que je valorise 2 fois chaque pourcentage de croissance attendu. Donc là, dans la logique des choses, on serait valoriser 25 fois les bénéfices, 25% de croissance annuelle de bénéfices sur Hermès, en sachant qu'on est plus sur du 16-17. Après, il y a des cas particuliers, comme celui d'Hermès, où on peut se permettre d'avoir une prime sur la valorisation, qui est de 10, de 15, de 20% de la valeur de base. Pourquoi ? Parce qu'on a un mode qui est fantastique et on fixe nos prix et on fixe aussi nos clients. On peut en refuser, on peut limiter notre liste et c'est ce qu'on fait sur Hermès et Ferrari. Voilà pourquoi ces deux-là particulièrement sont très intéressantes. Regardons donc Hermès. La croissance ralentit, clairement. On était sur 15 milliards en 2024, on est sur 16 milliards en 2025, c'est du 7-8% de croissance. Au niveau des bénéfices, eh bien, on perd pour la première fois du terrain. Ça s'explique, vous le voyez dans le transcript des résultats sur Stocklens, où vous avez 14 jours d'essai en description, screener que j'ai co-créé, qui est de plus en plus développé, qu'on essaye de développer à chaque fois avec vos retours. Donc faites-nous des retours d'ailleurs sur le screener, vous avez 14 jours d'essai gratuit, donc profitez-en vraiment. Et à la fin des 14 jours, si vous êtes convaincu, sachez que le portefeuille déjà arrive dans très peu de temps et qu'en plus, le screener est quand même vachement complet, vous le verrez par vos propres yeux. Bref, au niveau du chiffre d'affaires, on fait du 5,5% de croissance à tout courant et on fait en soi un résultat opérationnel en positif, en croissance de 7%. Et un résultat net impacté du coup par les impôts exceptionnels sur les bénéfices. Vive la France une fois de plus. On génère quand même 4 milliards de cash et ça c'est quand même important et on s'en rend compte. Le cash va bien sur Hermès contrairement à d'autres un petit peu plus loin dans cette vidéo, vous le verrez. Passons maintenant à la valorisation et avant il faut que je vous montre quand même le dividende qui baisse sur Hermès, c'est un facteur que je regarde pas mal sur les actions. Pour le coup, on était sur des dividendes qui étaient un petit peu exceptionnels pour les 2 années précédentes. Là, on est sur un dividende de 18 € au total sur l'année. Ça nous fait un rendement à 1,5% environ qu'on va prendre en compte dans notre calcul du juste prix. Alors la réponse et la question surtout, elle est combien de pourcents pensez-vous que Hermès peut tanker au niveau de la croissance ? Quand on regarde au niveau de ce qu'attendent les analystes, on attend du 10, 11, 12% par an. Moi, je préfère me baser sur le 11%. On va voir une horizon à 10 ans sur un investissement, puisque pour moi, c'est ce que j'appelle du long terme 10 ans. Non, ce n'est pas 3 ans. Une projection de croissance annualisée à 11%. Pas de dilution de capital, pas de rachat d'actions non plus. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Et un taux de rendement annuel exigé de 11% parce qu'on a un petit peu plus de 1% de rendement en dividende. On peut même baisser ça à 10%, mais je préfère être exigeant un petit peu avec Hermès. Et donc, au niveau des bénéfices, la vraie question est combien es-tu prêt à payer au niveau du price earning Hermès? Et ma réponse, moi, elle est simple. On se base sur le principe qu'on a 11% de croissance. Donc, x2 au niveau du PER, ça nous fait 22 de PER. Puis, on rajoute la prime de l'hypervalorisation et du fait qu'on ait un moat et une marge très très élevée pour Hermès qu'on peut estimer à 20%. Donc, tout simplement, tu prends ton 22, tu fais x 1,2 et tu obtiens 26,5 de price earning ratio. C'est un prix qui me paraît être fair play pour Hermès. Et ça nous fait un juste prix à 1140 €. Ok, c'est pour ça que oui, on est baissé fortement sur Hermès, mais en fait, il faut se rendre compte que la prime qui est prise en compte par rapport à la rareté entre guillemets de l'entreprise est beaucoup plus haute que les 20% que je vous annonce ici. Et on peut plutôt viser donc du 30%. Et même avec du 30%, eh ben, on n'est pas à notre prix actuel. C'est pour ça que Hermès, oui,
C'est une opportunité par rapport à son historique, par rapport au fait que au niveau de ses bénéfices, on a toujours été à au moins 50, même si on regarde dans les 15 dernières années sur Hermès, on a 44 de médiane. Donc en soi, on peut estimer peut-être que 35 de PE ratio, le prix qu'on a quasiment actuellement, est un bon multiple. Et se dire que notre juste prix se situe à 35 de PE ratio et qu'on va continuer d'avoir du 35 de PE. Mais pour continuer d'avoir du 35 de PE, il faut au moins une croissance à 2 chiffres, sinon ça ne vaut pas le coup. Et sur les derniers earnings, ça n'a pas été le cas sur Hermès. Bref, mon juste prix perso, il peut plutôt se situer autour des 1500 actuellement, en visant du 35 de PE, mais je vous avoue que ça me fait chier. Et au niveau du cash, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est quasiment la même chose. On a 37 au niveau du cash sur Hermès, avec une médiane sur 15 ans qui est aussi à 44, donc en soi, c'est la même chose puisqu'on convertit assez bien les bénéfices en cash. Donc, pour le coup, notre juste prix se situerait autour des 1500. Et il fait que être revu à la baisse. Pourquoi? Parce que notre croissance, notre guidance pour les 10 prochaines années, notre scénario est en train de se réduire. En tout cas, la croissance qu'on attendait est en train de disparaître petit à petit, de s'éroder. Et donc, forcément, les multiples suivent. 11% par an sur Hermès avec 1500 de juste prix, c'est largement faisable. Et c'est mon dernier mot. Passons à la suivante qui est Ferrari. Alors hop, juste on se met en euros, important. Sur Stockless, vous avez bien sûr les différentes cotations qui sont disponibles ici. La cotation principale étant en USD, on préfère être en euros pour avoir l'esprit clair sur ça. Et donc, on se retrouve avec une croissance sur Ferrari sur 5 ans de 71% toujours, mais 36% de baisse sur un an, avec un escalier qui n'en finit plus. Et en year to date, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, on n'est qu'à 11%. Donc le momentum est moins mauvais, en tout cas il est mauvais depuis moins longtemps. Mais par contre, sur Ferrari, ça s'explique plus facilement. On a eu une tournure vers les véhicules électriques qui n'a pas plus d'investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu 20% de véhicules électriques au lieu de 40 dans un premier temps, mais aussi pour le fait que des véhicules électriques, on n'en veut pas dans une marque de prestige qui est Ferrari, qui peut, comme Hermès, retenir son carnet de commandes et littéralement le limiter. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs au premier trimestre 2026, avec des résultats qu'on va les regarder, mais regardez quand même qu'on a une croissance des bénéfices en 2025, chose qui n'est pas le cas de Hermès. Sur les résultats de 2026, qui ne sont en vrai pas mauvais pour Ferrari, avec du 1,85 milliard de chiffre d'affaires, du 90% de conversion en cash sur la marge brute, sur l'EBITDA, sur la marge d'EBITDA, et littéralement beaucoup de cash qui a été généré et une guidance confirmée pour l'année 2026 avec du 5, 6, 7% de croissance, mais rien qui n'est dingue. On va le faire à la calculette, 7.5 divisé par 7.15, ça nous fait du 4,89% de croissance, en tout cas sur le chiffre d'affaires, et 9,45 divisé par par 8,96, ça nous fait, au niveau des earnings per stock, donc des bénéfices par action, 5,5% de croissance. C'est juste mauvais en soi pour Ferrari qui nous habitue à faire du 17% par an. Le tout étant, combien de temps va-t-on mettre à tanker cette phase de l'électrique? Et il y a quelque chose que je vous ai dit sur Hermès, mais qui n'est pas le cas de Ferrari, on augmente le dividende en 2026, ce qui veut dire qu'on est confiant sur le cash qu'on va pouvoir générer. On distribue 33% de notre free cash flow sous forme de dividende et on en distribue aussi sous forme de rachat d'actions. Donc mécaniquement, ça pèse dans la balance et ça permet de rajouter de la valorisation. En parlant de valorisation, on était à peu près sur les mêmes multiples qu'Hermès, ok? Mais là, on est descendu vraiment plus bas. On est à 31 de PE, on n'a jamais été aussi bas. Si on regarde dans les 15 dernières années, eh bien, ça fait un moment qu'on n'est pas descendu aussi bas. Ça fait depuis le Covid, tout simplement. Et encore, ça n'a pas duré. Avant le Covid, c'était en 2019 où on était aussi bas. Et le plus bas qu'on ait pu atteindre sur Ferrari en 2018, c'est 20 de PE ratio. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Regardons-le tout simplement. Une perte de la croissance par rapport à 2017. Oui, exactement le même chiffre, donc pas de croissance de 2017 à 2018. Et même une baisse des bénéfices de 2018 à 2019 qui était déjà pricé. Pour le coup, on était à la fin d'un cycle et on a débuté un super cycle après le Covid. Je ne pense pas qu'on pourra rester sur les mêmes ratios de croissance qu'on a eu à 18% par an en after Covid. C'est clair et net qu'on ne pourra pas. Le tout étant, combien on pourra avoir? Et il faut savoir qu'on a la même prime sur Ferrari par rapport au fait qu'ils gèrent leur clientèle un petit peu comme ils le chantent. Et pensez bien aussi qu'on a 30 fois le cash alors qu'on a toujours été à 70 fois le cash. Bref, on n'a jamais eu autant de cash sur Ferrari. Et d'ailleurs, on va en profiter pour faire une simulation via le cash également. Donc, on se base sur 10 ans toujours. On a un taux de rendement annuel exigé de 11% aussi parce qu'on a un petit peu plus de 1% de rendement. D'ailleurs, des résultats du premier trimestre 2026 qui sont pas mauvais, contrairement aux autres marques qui sont en ligne avec ce qui avait été annoncé, en sachant que
eh bien, il y a des vents contraires dans tous les sens pour Ferrari, ça c'est clair et net, en tout cas pour tout le secteur du luxe au sens large d'ailleurs. Je compte Essilor comme du luxe, alors que ça n'en est pas vraiment, c'est plus de la conso discrétionnaire, mais vous m'avez compris dans le sens de mes tournures de phrases que pour moi, ça fait partie du luxe sur PEA. On aurait pu rajouter Prada, on aurait pu rajouter Kering et Moncler également. Mais bon, la vidéo aurait fait 30 ans et c'est vraiment pas le but de tout ça. Le multiple qu'on peut estimer sur Ferrari et surtout la croissance qu'on peut estimer, c'est la même qu'Hermès. C'est du 11% par an. Pour l'instant, on est à 6, mais une fois le virage de l'électrique passé et des capex moins hauts, on pourra logiquement sur Ferrari, en espérant aussi un titre de champion du monde en Formule 1 d'ici 2036, avoir 2, 3, 4 bonnes années qui feront remonter ce CAGR que je vois plutôt autour des 9%. Mais avec 2, 3, 4 bonnes années sur ces années-là, sur les 10 prochaines, on peut viser du 11% annuel avec une dilution en négatif puisqu'on rachète des actions et un multiple terminal qui va être très important à estimer et à estimer justement quand on sait qu'on prend du 35 sur Hermès. Je pense qu'il n'est pas déconnant de prendre du 30 sur Ferrari. Et en prenant du 30 sur Ferrari, on est actuellement sous le juste prix, mais tout juste. C'est-à-dire qu'actuellement, le scénario qui est pricé par le marché, c'est celui que je vous donne actuellement à 11% de croissance par an sur les 10 prochaines années. Mais maintenant, regardons au niveau du cash, même si je vais enregistrer juste en haut le juste prix sur Stocklens, une fois que vous l'ajoutez à votre watchlist par exemple ici, sachez que votre juste prix est conservé. Si vous avez dans votre watchlist sur Stocklens, vous prenez Ferrari ici et vous voyez que votre juste prix est conservé. Que même vous pouvez le voir dans votre watchlist et vous pouvez vous situer par rapport à lui. Actuellement, on est 0,98% en dessous. Et donc, Stocklens nous donne la recommandation d'acheter. Attention, à prendre à la légère, c'est par rapport au juste prix que vous avez fixé. C'est un repère visuel. Retournons donc sur Ferrari, sur la valorisation de Ferrari. L'ordi est en train de brûler, je ne sais pas si vous entendez le souffle. J'en suis vraiment désolé, j'ai trop d'onglets ouverts, le pauvre il est en train de serrer. Surtout que je viens de retourner cette vidéo, je l'avais déjà tournée mais elle n'était pas assez pertinente selon moi, donc je la retourne. Passons sur 10 ans au niveau du price to free cash flow. On peut viser un petit peu plus haut parce qu'on a toujours été plus haut pour Ferrari, donc à 32%, toujours nos 11% annualisés, nos moins 0,5% et littéralement encore plus de cash, plutôt à 12% parce que notre marge de free cash flow, elle est en train de s'harmoniser depuis quelques années. Et littéralement, on a une marge de free cash flow à 22,5%, c'est élevé. Vous voyez que notre marge nette est à 22,2. Donc clairement, on gère même encore mieux notre free cash flow et vous le voyez dans les résultats, vous l'avez vu tout à l'heure, on vous parlait de cash directement, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de le faire au mieux sur Ferrari. Et donc, on pourrait viser du 12% au lieu de 11% et ça nous permettrait d'avoir un juste prix à 334 €. Donc la moitié des deux nous fait un 310-315. Actuellement, on n'est pas sous-valorisé pour Ferrari, on est justement valorisé. Je vais garder quand même celui de 282. Bref, passons maintenant à Essilor Luxottica, un dossier que vous m'avez déjà demandé, qui a eu sa vidéo dédiée, comme l'a eu Ferrari, comme l'a eu Hermès, comme l'a eu LVMH maintenant. Maintenant, il faut faire les 4 en même temps parce que le momentum, il ne s'arrête pas d'être négatif. Vous le savez, j'avais du Essilor, je l'ai vendu à 307, très belle voiture qui vient de passer dans la rue d'ailleurs, c'était pas une Ferrari mais pas loin. Au niveau d'Essilor Luxottica, on est dans la merde. Pourquoi? Parce que nos finances, pour la première fois depuis une dizaine d'années, elles plafonnent, notre croissance plafonne. On a déjà eu ça, ça est reparti, on a une très très belle croissance et de nouveau, sur les derniers trimestres, on plafonne. Et c'est la simple et dure vérité. Regardez, la croissance est plus qu'à 9,5% quand elle était à 13%. La croissance des bénéfices, elle est même en négatif de 2025 par rapport à 2024. Bon, légèrement, et c'est à cause du taux de change, mais on y est quand même. Au niveau du cash, on fait littéralement 1% de croissance annualisée depuis 2021. Bien sûr, si on prend sur 10 ans, c'est un peu plus violent, on est plus à 17%. Mais littéralement, les capex prennent énormément de place sur les résultats de Essilor Luxottica. On est passé de 1 milliard de capex à 1,5 milliard. Et sachez que le MOT, celui-là, il n'est pas revendiqué par Essilor. Tout simplement parce que du jour au lendemain, on peut avoir un acteur chinois très bien placé dans la tech, je ne citerai pas de nom, mais il y en a plein, qui pourraient venir se placer sur ce business, il est si lucratif que ça. Et donc, oui, il y a le partenariat avec Meta. Non, il n'y a pas d'augmentation du dividende depuis 3 ans, ce qui met un petit signe de faiblesse aussi. Bon, même si le payout n'est pas très très haut sur Essilor, on a quand même 2% de rendement qui vont être pris en compte dans la valorisation. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'historique, on va regarder sur 3 ans pour ne pas s'arracher les yeux, on est très largement en dessous de ce qu'on était. Et la réalité sur Essilor, elle a rattrapé le titre tout simplement parce qu'il était survalorisé à la mort. On parle de 60 fois les bénéfices, on parle de 45 fois le cash. Alors là, on est revenu à 33 et 20. Donc du coup, pour le calcul, on va se baser sur le cash sur Essilor. On va se baser sur 21%. Mais d'abord, ah oui, c'est ça, je devais vous montrer les résultats du premier trimestre qu'on a eu sur Essilor, avec une croissance à
taux de change variable, à taux de change réel, à 4,1% contre 11 à taux de change constant, c'est-à-dire sur celui sur lequel on a commencé l'année. Donc, vous le voyez, l'Amérique du Nord fait beaucoup de mal. Là, on avait 13% de croissance. En réalité, on en a 1,5%. Au niveau de l'Europe et du Middle East Asia, on est à 7,5% de croissance. C'est vraiment pas mal. L'Asie-Pacifique, on prend cher aussi. Pourtant, en réalité, on a de la croissance en organique. Et au niveau de l'Amérique latine aussi, on a une bonne croissance qui n'est pas trop perturbée par les devises. Ça nous fait du 4,1 au lieu de 11. Et ça, clairement, ça fait mal. Et au niveau des différentes branches, vous le voyez, sur le professionnel, on avait pourtant une belle croissance, mais au final, on se fait défoncer. Et sur le B2C, on avait aussi une belle croissance qui, au final, finit à 4,2%. Donc, en soi, là, on attendait du double digit. Eh bien, on ne l'a pas eu, tout simplement, à cause des taux de change. Mais on ne peut pas s'en servir comme excuse. Et c'est pour ça qu'on publie les deux résultats sur Essilor. Et donc, si on prend sur 10 ans, au niveau du cash, qu'on se dit, déjà qu'on vise du 10% par an parce que, ah oui, pourquoi j'enlève à chaque fois dans le taux de rendement annuel exigé? Parce qu'on a un rendement en dividende. Donc là, on peut enlever les 2% de dividendes qu'on a actuellement. Le multiple terminal, on va venir le définir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre et combien de temps ça va durer cette croissance pour Essilor? Et c'est pour ça que le scénario est en train de changer. C'est pour ça que dans les 2 dernières années, on priçait parce qu'il n'y avait pas de nouveaux entrants, il n'y avait pas de menace de nouveaux entrants. Mais plus le temps passe, plus on voit que ça marche, plus il y a des menaces. Et Essilor ne fait pas non plus tout briller, n'explose pas tout avec son nouveau business entre guillemets qui vient s'accumuler au précédent. Alors attention, ça reste une boîte très très solide que j'avais en portefeuille, donc que je respecte énormément, mais qui à l'heure actuelle a des résultats qui vont finir par plafonner et tout le monde le sait. Et 2026-2027 peuvent être des bonnes années et 2026 est déjà perturbé. 2028 peut être l'année où ça va commencer à stagner et 2029-2030 ce sera fini. Il y aura forcément soit un nouvel entrant, soit un flop monumental. Et attention, si ça flop sur les lunettes, ça peut coûter cher. Donc sur les 10 prochaines années, on peut voir du 9% en réalité pour Essilor. Maintenant, quand on a du 9% de croissance et qu'on s'appelle Essilor Luxottica, qu'on a un partenariat de marque avec Meta, c'est clair qu'on peut viser du 25 de price to free cash flow, ok, mais pas plus que 25. 25 déjà, ça me paraît un peu haut. Au niveau de la dilution, il n'y en aura pas, ça ne sert à rien de miser sur ça. Et notre juste prix se situe donc à 186. Donc oui, techniquement, on est en dessous actuellement, mais avec le momentum catastrophique qu'on a en year to date, eh bien littéralement, il faut se méfier de cette action. Et tant qu'elle n'aura pas eu un rebond conséquent avec du volume, tout simplement, Essilor ne restera pas très 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 intéressante selon moi. Donc pour moi, on est en dessous du juste prix, oui, mais notre marge de sécurité, elle est assez faible encore et le momentum est dégueulasse. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. On peut quand même viser du 9% de croissance sur les 10 prochaines années au niveau du cash. Et ça, par le fait de 2 choses, les capex vont réduire puisqu'on a développé un premier produit, mais ne vont pas non plus disparaître parce qu'il faut continuer de l'améliorer. Et aussi, le fait que les marchés émergents pourront peut-être prendre le dessus sur cette technologie dans les années à venir. Donc Essilor est pour moi 3e, voire 4e de cette vidéo en termes d'actions intéressantes à ce prix-là, même si ça peut se transformer en une action value. Bref, passons à la dernière, LVMH. LVMH où on a les earnings avec l'API. Merci. Pourquoi on n'a pas les autres? Parce que c'est pas compté comme des résultats réels sur Hermès, sur Ferrari et sur Essilor, c'est compté comme des checkpoints un petit peu. Alors que sur LVMH, tous les résultats sont comptés comme résultats trimestriels. Sur les autres actions, on n'a que les résultats semestriels et annuels. C'est fait comme ça par l'API, malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose. Alors que les États-Unis sont obligés de poster des résultats, des earnings tous les trimestres. Donc on les a tous et quasiment en direct. Stocklens, encore une fois, le lien en bio, 14 jours d'essai gratuit. Bref, au niveau des chiffres clés d'LVMH, là, ça pue. Franchement, ça pue, on va pas se mentir. 6%, moins 6% de croissance publiée, plus 1% en organique, donc c'était déjà mauvais de base, avec les vins spiritueux qui carrient un petit peu le truc, mode et maroquinerie en négatif, parfums et cosmétiques à 0%, montres et joaillerie qui représentent pas énormément du chiffre, mais en bon positif, ça fait plaisir. Distribution sélective grâce à Sephora, notamment, plus 4%. Croissance organique par région, moins 3% en Europe, moins 3% au Japon, plus 3 aux États-Unis, plus 7 en Asie hors Japon. En gros, les plus 1% de croissance organique viennent à 100% de l'Asie. S'il n'y avait pas eu l'Asie dans tout ça, LVMH était en gros négatif. Là, on parle de croissance organique. Rendez-vous compte à quel point c'est mauvais. Okay. Cependant, il y a une phrase de LVMH et de Bernard Arnault qui est ressortie parmi tout ça, c'est que 2026, sans le conflit au Moyen-Orient, aurait pu être l'année du basculement en croissance. Et donc, il doit avoir des chiffres qu'on n'a pas encore sur le T2 qui a été entamé, sur le T3, sur le T4, avec les différentes peut-être commandes et tendances qui nous annonçaient des beaux jours pour LVMH. La chose étant que depuis 2023 et notre pic de bénéfices, on a perdu 50... j'abuse.
On a perdu 33% des bénéfices. On a eu 30% en moins des bénéfices sur 3 ans. Regardez la courbe, elle est claire et nette. Même si on la regarde sur 10 ans, vous voyez qu'il y a une belle descente. On est sur un toboggan actuellement, à voir jusqu'où ça descendra. Et 2026 s'annonce pas vraiment meilleur. C'est pour ça que LVMH est à un prix qui se latéralise sur 5 ans littéralement. On est même sur une baisse sur 5 ans. Et sur 10 ans, on est retourné sur les prix de 2020, de juste après Covid, au début de l'hypercycle LVMH. Autre facteur, le dividende n'a pas bougé, pas baissé, mais pas bougé non plus, n'a pas augmenté pour garder son statut de dividende aristocrate. Mais attention, on a 45% de distribution des free cash flow, chose où on était plus bas. Si on va chercher un petit peu dans les finances, je vais essayer d'aller vous chercher ça. Vraiment, c'est au niveau des ratios. Hop, c'est un petit peu au sens brut hein, ici. On est en train de l'améliorer d'ailleurs, sachez-le. Je ne sais plus exactement où c'est, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais au niveau du ratio de distribution... payout ratio, je suis un abruti, c'est là, c'est sous mes yeux. Payout ratio et free cash flow payout ratio, si on se met sur 15 ans, qu'est-ce que ça donne? On va se mettre ça en plein écran pour essayer de mieux le comprendre. Le payout ratio, ici, il est en augmentation sur les dernières années et le free cash flow payout ratio, il reste quand même assez élevé, même si on est monté plus haut. On était aussi plus haut en termes de rendement, comme vous pouvez constater, on est des fois monté sur des 4%. Donc attention sur LVMH, attention à ne pas vouloir trop en faire, en sachant que le cycle ne s'annonce pas positif. Par contre, et ça je vous l'accorde, niveau valorisation, oui c'est attractif, ça allait très même à 20 de price earning et à 15 fois le cash. On va se baser sur le cash encore une fois. Regardons dans les finances la vue synthétique, le cash où il en est sur LVMH, en sachant que sur les 15 dernières années on fait du 15% par an, mais grâce aux hypercycles. Et en réalité, ce qu'on peut viser, c'est du 9-10% par an, peut-être de cash, mais avec des multiples un petit peu plus hauts, puisqu'on a encore une fois le fait qu'on ait une prime parce qu'on est en luxe. Par contre, on a 2% de rendement, quasiment 3% sur LVMH. On peut donc viser du 20 fois les free cash flow, les free cash flow, pardon. Hop, sur 10 ans, à 20 fois les free cash flow sur la valorisation, à, on a dit 9% par an, et avec une projection de rachat d'actions un petit peu légère, mais de temps en temps un petit peu quand même, ça nous ferait un juste prix à 559 sur LVMH. Ça veut dire que le marché price encore moins de croissance. Pourquoi? Parce que le marché voit plus court terme depuis quelques temps, et tout simplement, si on se met sur 5 ans, eh bien, on vise déjà moins, on vise plutôt 6 à 7% parce que cette année 2026 va être compliquée. Et même si on regarde, actuellement, le marché price même pas 5% à 20 de price to free cash flow et peut-être price des multiples plus bas avec. Bref, en gros, sur LVMH, revenons sur un horizon de temps long terme, on est ici sur une bonne opportunité. Okay, si on vise du 8% par an, on est à 509 de juste prix, on est donc en dessous actuellement. Cependant, le momentum est toujours assez crade et on attend un vrai rebond parce que là, on latéralise pour l'instant, mais un vrai rebond avec du volume permettrait de recroire en l'action et recroire au projet. Et pour instaurer un vrai rebond, il faut des vrais résultats. Et malheureusement, c'est pas en train d'arriver pour LVMH. Conclusion de cette vidéo, Hermès est vachement intéressante, mais était surtout très fortement valorisée. Ferrari est très intéressant, mais a un virage de l'électrique à passer, sans mauvais jeu de mots, avec le virage au niveau de ses stats et à prouver qu'ils peuvent toujours être aussi rentables. Troisième chose, EssilorLuxottica est la moins intéressante des 4 en réalité, puisqu'on sait qu'elle est vouée à plafonner dans les années à venir, c'est clair et net, et c'est ma thèse clairement. Ils seront rattrapés par des concurrents, on le voit dans tout ce qui se passe. L'Asie est trop chaude, l'Asie est bouillante les gars. Le problème c'est toujours les politiques monétaires asiatiques qui ne me plaisent toujours pas. Même s'il y a quelques actions asiatiques comme C-Limited qui sont pas mal, à 150 likes sur cette vidéo, je vous la fais péter. Et pour finir, LVMH est peut-être la deuxième meilleure opportunité que je mettrai peut-être à égalité avec Ferrari, en sachant que la meilleure opportunité de toutes, parmi celles-là, au prix actuel, ça peut être Hermès. Ça se joue entre Hermès, Ferrari et LVMH, mais c'est clair que Essilor est en dehors de la course par rapport au fait que ça finira par plafonner, c'est clair et net. Ferrari a un avantage énorme par rapport à son positionnement. Hermès a aussi un avantage énorme par rapport à son positionnement. Et LVMH, lorsqu'elle aura retrouvé de la croissance, ira beaucoup plus vite que les deux autres. Mais il faut retrouver de la croissance. Et on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Et c'est la vraie question à se poser sur LVMH. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de vous la condenser un maximum avec le plus de contenu possible. N'hésitez surtout pas à la liker. Donnez-moi votre avis en commentaire ou les secteurs que vous voulez voir dans ce format-là avec une petite comparaison. Ça peut être l'industrie, l'énergie, le pétrole, les semi-conducteurs. C'est vous qui voyez. Bref, c'était Jackson. On se retrouve vendredi 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.